Donc je crois que c'est la troisième ou la quatrième année que les deux institutions, qui sont l'École nationale des chartes et l'INRAP, collaborent pendant cet événement qui sont les Journées nationales de l'archéologie. Euh, c'est un rapprochement que je voudrais en deux mots, dont je voudrais en deux mots souligner l'intérêt, puisque vous savez peut-être que l'INRAP est une institution nouvelle, adolescente, 12 ans, 13 ans. Oui, Oui, tout à 14, fait. 15. Voilà. Mais les adolescents, maintenant, on les fait, surtout quand ils sont turbulents, Surtout on quand a ils sont tendance à turbulents, voilà. repousser la fin de l'adolescence Exactement. à des événements Donc une plus récents. institution récente dans le paysage culturel et scientifique français, alors que l'École des Chartes, tout au contraire, est une institution ancienne, qui se trouve maintenant dans des nouveaux locaux, mais qui est une institution qui date de 1821, puis à nouveau de 1847. Et le premier, rentrez monsieur, le premier directeur de l'École des Chartes est aussi le premier professeur d'archéologie. Et donc l'archéologie se pratique ici à l'École des Chartes depuis 1847 par monsieur Jules Quicherat, dont vous avez pu voir le buste ici à l'entrée. Et Jules Quicherat a cette particularité de s'intéresser donc à beaucoup de sujets portant sur ce qu'on appelle aujourd'hui la culture matérielle, l'architecture, etc. Mais aussi, il porte un intérêt particulier à la médiation culturelle, aussi un terme qui n'est pas du tout le sien. Il pense que l'archéologie et le savoir sur le passé doit être connu et partagé de tous. Donc il rédige un manuel qui malheureusement n'est pas publié, dans lequel il explique que la vocation du savant est de faire partager ses connaissances sur les bases historiques de l'histoire de la France au plus grand nombre. Et donc, l'INRAP, comme par hasard, entre guillemets, reprend pour son compte cette vocation. Et en même temps qu'elle accomplit, donc Dominique va nous expliquer dans une seconde qu'est-ce un peu l'INRAP, mais en même temps qu'elle accomplit sa vocation scientifique et administrative de prendre connaissance du passé, notamment du passé qui est en voie ou qui est sous risque de destruction par les travaux d'aménagement, l'INRAP a aussi cette vocation de faire partager, de faire connaître et de restituer au plus grand nombre. C'est dans ce contexte que se déroulent les Journées nationales d'archéologie, avec toute une gamme de manifestations qui sont indiquées dans les brochures devant vous. Et c'est dans ce contexte, dans cet esprit, on trouve cette journée ici même à l'École nationale des Chartes, donc une sorte de retour vers les sources de l'approche médiation, ouverture, restitution de l'archéologie. Merci donc, monsieur le professeur, et bien entendu, merci beaucoup, madame la directrice, de m'accueillir et donc d'accueillir un petit peu l'INRAP dans votre prestigieuse maison. Trois interventions donc aujourd'hui de l'INRAP dans ce qu'on appelle les Journées nationales de l'archéologie. Ce sont les 8e du nom et ce sont des journées que l'INRAP organise au nom du ministère de la Culture, mais en fait dont l'INRAP a pour mission de fédérer l'ensemble de ces actions de médiation archéologique sur le territoire national. Ces actions étant menées par des collègues de l'INRAP, mais également du ministère de la Culture, du CNRS, de l'université et des collectivités territoriales un peu partout sur le territoire national. Il y a plusieurs milliers de manifestations en 650 lieux et il y a un programme, si cela vous intéresse, bien entendu disponible sur inrap.fr ou jna.fr. Plus d'une manière un peu ludique, mais également savante, l'INRAP a décidé de mettre en place ce qu'on appelle des villages de l'archéologie, qui sont en fin de compte des forums où se rencontrent les chercheurs et où les chercheurs sont en contact direct avec la population. Et cette année, c'est une première. Il y aura un village de l'archéologie, ce qui n'est pas un paradoxe à Paris, et un village de l'archéologie installé aux archives de France, donc dans l'hôtel de Soubise, donc qui est déjà là en place. Et donc éventuellement passer les voir, c'est intéressant d'avoir des établissements du ministère de la Culture, l'INRAP, mais également le C2RMF, des collègues du CNRS, de l'Université de Nanterre, qui présentent leurs travaux et qui répondent aux questionnements et qui dialoguent avec les gens intéressés par l'archéologie. Ça, c'est place. L'archéologie aujourd'hui et le fait qu'on soit dans cette école des chartes,
Chartres et puis donc plus tard à l'hôtel de Soubise montrent aussi tout l'intérêt qu'on porte sur les archives au sens large du terme. C'est sans doute une des évolutions les plus importantes de notre discipline, c'est l'évolution ces dernières années de la notion d'objet archéologique. Il y a encore un siècle, un objet archéologique était une statue, un vase, une monnaie. Il y a quelques années, c'était des tessons, des fragments d'objets. Puis, petit à petit, la notion d'objet s'est étendue au contexte, voire à ce qu'on appelle des écofacts, c'est-à-dire des ossements, des pollens, des charbons de bois, qui permettent, là aussi, en tant qu'objet, de restituer des données matérielles ou immatérielles. Et puis, bien entendu, peut-être, sans complexe et en collaboration, reprendre cette culture matérielle, écofact et artefact, et essayer d'avoir un dialogue plus riche encore avec des gens qui travaillent sur les sources écrites et donc essayer de réunifier comme ça la notion d'archives du passé pour éclairer le présent et peut-être interroger un petit peu l'avenir. Les JNA, et puis j'arrête sur cette page de publicité, c'est aussi une rencontre avec les scolaires importante. Là, je crois beaucoup moi à l'archéologie comme élément de médiation parce que c'est des éléments concrets, tous enfants, on a tous été attirés par un ossement, par un caillou, par un tesson que l'on trouvait par terre, que l'on ramassait, que l'on mettait dans la poche, et ensuite qu'on oubliait sur le bord de la cheminée qui disparaissait au grand balayage de printemps. Mais ça montre que voilà, c'est presque naturel de se baisser, et ensuite il faut pouvoir échanger et dialoguer. Et là, dans la journée d'hier, on a tenté comme ça des expériences de médiation avec un jeune public qui a fonctionné. C'est sans doute plus facile de commencer à faire de l'histoire à partir de l'archéologie, et bien entendu ensuite de les amener sur des domaines bien plus savants, la paléographie ou autre. C'est donc aussi le rencontre avec un grand public et notamment demain une petite publicité parce que j'ai eu la chance de le voir en avant-première. Demain soir sur Arte sera présenté en prime time, comme on dit en français, un film de 90 minutes sur la fouille de Lavaux et qui vous sera présenté pour ceux qui resteront cet après-midi. C'est ce soir, oui, c'est samedi. Oui, je suis un peu décalé, voilà, c'est en lisant les tweets de l'école des Chartes, effectivement, que je confonds aujourd'hui et demain. Et donc, pardon, c'est ce soir, mais pour ceux qui ne le verraient pas ce soir, je crois qu'ensuite c'est visible là aussi en replay à plusieurs reprises. Et c'est vraiment un très beau film qui présente cette découverte réalisée près de Troyes et que vous verrez cet après-midi, savamment présenté par mes collègues Bastien Dubuis et Émilie Millet dans son contexte européen. C'est beau à voir, il y a du fond et une documentation riche et pour nous c'était un défi en tant qu'institut d'archéologie préventive dont je vais vous dire deux mots, d'être filmé en même temps que nous fouillons. On savait que cette opération allait être juteuse. Arte s'est associé à nous pour pouvoir filmer l'ensemble de l'opération et ensuite l'enquête qui a permis une interprétation de ces données archéologiques. Donc ça a été contraignant mais intéressant. Et puis aujourd'hui ce qui est aussi passionnant, c'est de montrer que ce qui est présenté comme une fouille extraordinaire avec des objets vraiment de très haute qualité que vous pourrez voir, est aussi en fin de compte le résultat d'une archéologie qu'on mène au quotidien. L'INRAP, c'est 2000 chercheurs, 2000 archéologues qui, depuis 2002, en application de la loi de 2001 sur l'archéologie préventive, interviennent partout en France au préalable des travaux d'aménagement. Donc c'est un travail quotidien. C'est environ 2000 interventions par an, 1800 diagnostics, 200 fouilles qui permettent en fin de compte de suivre l'aménagement du territoire et dans un système qui est virtuel ou qui pourrait être virtuel, celui en fin de compte d'enrichir la connaissance en récoltant les données du terrain, en récupérant ces archives du sol et ensuite en libérant cet espace pour créer de nouvelles richesses qui sont celles qui sont liées à l'aménagement du territoire. Donc aujourd'hui, en France, on a une archéologie qui n'est pas figée, une archéologie qui n'est pas sanctuarisée, mais dont les données sont respectées partout sur le territoire national, où les archéologues se penchent, après prescription de l'État, sur l'ensemble de ces données, recueillent les informations et ensuite essaient bien entendu de les mettre en perspective. C'est un défi important de l'INRAP, c'est même sa mission essentielle, celle de diagnostic, celle de fouille, mais également
celle de médiation, vu que dans les missions principales de l'INRAP, il y a une activité de développement culturel, de communication, de médiation vers le plus grand nombre et de médiation scientifique. Si vous êtes amateur d'archéologie, vous connaissez le site internet de l'INRAP dans lequel sont présentées des vidéos, des films, des fiches techniques, donc une documentation importante vers les scolaires, vers leur public averti. Mais également, l'INRAP a pour mission de mettre en place des opérations de médiation culturelle plus importantes. Nous coproduisons des expositions. Par exemple, dans la région parisienne, actuellement se tient à la Cité des Sciences, à la Villette, une très belle exposition sur le Moyen-Âge, un autre Moyen-Âge, vu par les archéologues, en dialogue avec les historiens et les historiens de l'art. Et donc, une exposition qui a recueilli un succès certain. Je crois qu'on vient de dépasser les 100 000 visiteurs, ce qui est bien pour une exposition d'archéologie dans notre période. On coproduit une exposition actuellement présentée au Musée d'archéologie nationale à Saint-Germain sur l'Austrasie. Et puis voilà, chaque année, une cinquantaine d'expositions sont présentées au niveau national. Et pour arriver vers ma présentation, l'INRAP également, chaque année, met en place un colloque qui est un colloque dédié au dialogue entre l'archéologie et les sciences humaines et sociales. Et chaque année sur un thème bien particulier qui nous intéresse tous, celui du climat, celui de l'esclavage, celui de la violence. L'INRAP essaie de présenter les données archéologiques, de les mettre en perspective et surtout de dialoguer avec d'autres chercheurs, d'autres savants, anthropologues, historiens, géographes, pour voir comment ces données peuvent être vues de manière un peu plus large. Ces colloques sont publiés un an et demi, 2 ans après leur déroulement, et donc celui qui est actuellement sous presse aux éditions La Découverte, donc grâce au travail fait par nos équipes et en particulier à Sandrine Herschmeyer, le colloque qui va prochainement paraître est celui que nous avons dirigé avec Hervé Lebras, que vous connaissez tous, donc directeur de recherche émérite à l'INED, démographe, historien, sur l'archéologie des migrations. Il s'est tenu donc il y a 1 an et demi au Palais de la Porte Dorée, donc à la Cité de l'histoire de l'émigration, et il a réuni une trentaine de chercheurs, des archéologues, préhistoriens et archéologues travaillant sur des périodes antiques, modernes, voire contemporaines, mais également donc des géographes, des anthropologues, des sociologues, pour réfléchir un petit peu de manière posée sur ces notions de migration à travers le temps, et surtout on a de manière assez classique essayé plutôt de poser les bonnes questions que de donner les mauvaises réponses, et donc essayer de redéfinir les concepts. C'est quoi, d'un point de vue archéologique, historique, un peuple? C'est quoi une ethnie? C'est quoi un territoire? Quels sont les marqueurs archéologiques historiques du déplacement de ces populations? Et comment l'archéologie peut justement illustrer ou participer à illustrer ce phénomène. Alors, une trentaine d'interventions que vous pourrez découvrir dans l'ouvrage, qui ont été savamment regroupées en 4 sections. Une première section, et ça a du sens, l'ordre et la présentation de ces présentations, parce qu'on va voir que le terme de migration peut s'entendre de différentes manières, que celui même de population ou d'hominidés peut se percevoir de différentes manières. Et donc la première section est bien spécifique et dédiée aux populations préhistoriques, le paléolithique et le néolithique. Elle interroge en premier lieu l'origine des populations,
Et cette notion de berceau de l'humanité sur lequel je reviendrai tout à l'heure, un point sensible sur lequel le professeur Schlanger avait donné un article très intéressant dans les Nouvelles de l'archéologie en 2005, mais que j'ai découvert sans doute un peu trop tard pour en tirer tout le, tout le sens. Mais cette notion de berceau est vraiment essentielle. On va voir tout à l'heure que c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir, et même par rapport à cette notion de berceau. C'est quoi aujourd'hui? On est tous troublés, moi. Pardonnez-moi, je ne suis pas préhistorien, je travaille sur l'Antiquité, sur la protohistoire, et quand je faisais mes études, quand on me présentait la préhistoire, le premier homme avec un système comme ça, en arborescence, ma foi, en licence, avec quelques cours et quelques images, un ouvrage du professeur Delimblé, à l'époque âgé, me donnait un cadre très clair pour réfléchir. Et aujourd'hui, plus on avance, et c'est peut-être le sens de la recherche, moins on ne comprend, on me dit non, c'est plus un arbre, ce sont des rhizomes, très bien, l'image me convient, mais ensuite quand j'essaie de voir où en est le rhizome, je ne comprends plus très bien, et là vous allez voir que sur ce colloque, on a avancé sur la notion d'origine et de berceau, et c'est un élément qui est important. Et grâce à l'apport notamment de gens que vous connaissez tous comme Pascal Pic ou le professeur Hublin ou l'approche notamment pour ces périodes anciennes concernant la linguistique et la vision confrontée entre des personnages comme Jean-Paul Demoule ou sœur Colline Renfrew. La deuxième section, dans laquelle peut-être je suis plus à l'aise, donc où il faudra que je fasse attention de ne pas dire trop de bêtises, c'est la section qui concerne les migrations et les mobilités proto-historiques. Un moment, en fin de compte, où se croisent des populations sans écriture, mais qui ont une histoire, et des populations qui ont une écriture et qui du coup commencent à qualifier leur migration avec des termes qui sont commerciaux, qui sont des éléments politiques, historiques. C'est le moment où les populations phéniciennes, étrusques, grecques, romaines se déplacent, nomment d'autres populations, et on va voir que pour ces périodes-là, la notion de migration va évoluer. La troisième section concerne les migrations médiévales, qui sont lourdes d'un point de vue historiographique, vu que l'on aborde, et je vais utiliser les guillemets, ou comme font les Américains, même je vais même dessiner les guillemets pour pas qu'on me le reproche, voilà, à évoquer le cas des invasions barbares, des déplacements de populations scandinaves, voilà, des conflits ou des raids vikings, des déplacements de populations juives ou des présences arabo-musulmanes, notamment en France méridionale. Vous voyez, c'est des sujets importants qui sont associés au développement ensuite à des périodes récentes de l'État-nation, dans lequel des termes forts sont associés et qui, encore aujourd'hui, résonnent pour certains presque dans l'actualité. Donc, c'est un dossier important qui a été présenté là de façon sereine et précise dans cet ouvrage. Grâce à des savants. Et puis le dernier thème que nous avons abordé dans ce colloque et dans cet ouvrage, et pour lequel je vous dirai quelques mots, concerne les migrations modernes et contemporaines. On a eu la volonté d'aborder la migration sur le temps long, jusqu'au presque avant-hier. On a eu la sagesse de s'arrêter avant-hier, et notamment d'aborder d'autres types de migrations, notamment des migrations forcées qu'on évoque rarement, qui sont notamment l'esclavage, les migrations liées à des modifications écologiques, climatiques, avec des déplacements de population sur des distances plus courtes, mais qui effectivement touchent aujourd'hui, ou ont touché avant-hier, une partie de la population sur notre terre. Et puis les conclusions, peut-être, pour pas être dans un colloque fermé, et pour ne pas que cet ouvrage, là aussi, soit quelque chose qui soit définitif, prudemment, mais aussi savamment. On a confié les conclusions à Christian Grattalou, le géographe et historien,
voilà, qui prône une géohistoire et qui du coup voilà, a un petit peu élevé la réflexion pour essayer d'aborder des concepts et donc voilà, un ouvrage qui j'espère plaira et en tout cas nous fera nous interroger. Quelques, quelques éléments à échanger avec vous autour de ces thématiques avant d'échanger, si vous le voulez bien, sur certains de ces thèmes. C'est d'abord pour reprendre quelques termes évoqués par notre collègue Hervé Lebras. La notion de migration, aujourd'hui, vous le savez tous, elle est malheureusement présentée souvent en première page des journaux, à la télévision. En fin de compte, le terme de migration, d'un point de vue historique, n'est pas si bien défini que ça. Le terme de migration, on se fait à différents niveaux et sans que ça soit une boutade. Hervé Lebras énumère comme ça en disant ben voilà, est-ce qu'un changement de domicile est une migration? Donc là, Lebras, bien entendu, se reprend rapidement en disant non, c'est un déménagement. Est-ce que si l'on change non pas de maison mais de rue, est-ce que c'est une migration? Et là, Lebras dit encore non, c'est encore un déménagement. Et est-ce que donc la migration renvoie pas plutôt à un déplacement plus large hors de l'espace qui est familier? Et là, on va voir est-ce que le changement de résidence, lapsus, pardon, ne concerne pas aujourd'hui, en termes de migration, le changement de commune. C'est l'échelle, d'un point de vue du démographe, qui est le premier niveau de la migration et qui va rejoindre, en fin de compte, des approches que vont avoir des archéologues. On va le voir tout à l'heure, quand on va prendre la notion d'échelle, que ces migrations, dès qu'on va se déplacer de 20, de 30, de 40 kilomètres, dès que l'on va changer en fin de compte de milieu, de biotope, dès que les ressources autour de soi vont évoluer, c'est là que la notion de migration va avoir un certain sens. Parce que, bien entendu, pour les périodes anciennes, la notion de migration internationale n'a guère de sens. Lebras note également que le mot de migration apparaît de manière récente. Il évoque notamment dans un usage courant le terme de migration est une laïcisation du terme de transmigration qui était utilisé au Moyen Âge quand il y avait un passage des âmes du paradis vers à partir le passage des âmes du paradis à partir du purgatoire. Le terme de migration dont se répand à des périodes récentes parce qu'en fin de compte, jusqu'à la période moderne, la notion de migration était guère utilisée pour les populations humaines dont les auteurs plutôt pointaient le caractère stable. L'homme était, en fin de compte, les populations étaient essentiellement des populations paysannes et dont on pensait qu'elles ne pouvaient fonctionner qu'attachées, liées au terroir qu'elles exploitaient et sur lequel elles vivaient. Et donc on a notamment dans Adam Smith, dans La richesse des nations, qui a cette phrase en 1776, de tous les bagages, l'homme est le plus difficile à remuer. Donc à la fin du XVIIIe siècle, l'homme était présenté comme une personne, un être, un objet directement lié au sol auquel il était associé. Et Montesquieu, dans l'Esprit des lois et dans les lettres persanes, en fin de compte, présente les hommes comme étant imbibés des éléments de la nature dans lequel ils fonctionnent, comme si eux-mêmes étaient dépendants du milieu naturel dans lequel ils vivaient. L'homme étant, on reviendra tout à l'heure sur la notion d'autochtone et la notion d'origine, mais l'homme étant en fin de compte une émanation d'un milieu naturel et donc en fin de compte ne pouvant fonctionner ou étant compatible qu'un seul climat, celui sur lequel il vivait. Donc ça, c'est sur, bien entendu, une perception
récente de la notion de migration, celle des périodes modernes, contemporaines, et puis, je vous disais tout à l'heure, même celle de la notion des démographes aujourd'hui, quand ils sont prudents concernant ces termes. Mais si l'on regarde, vous qui peut-être, comme moi, n'êtes pas préhistorien, pardon Nathan, les périodes préhistoriques, là on a l'impression qu'il n'y a pas de doute, parce que quand on regarde l'actualité, quand on regarde les journaux, et quand on nous parle de migration, eh ben, on nous présente l'Afrique, on nous présente l'Europe, on nous présente l'Asie, et puis on nous présente des grandes flèches. Alors là, bien entendu, du coup, on a tendance qu'on ne nous la fait pas sur la notion qu'un migrant serait quelqu'un qui changerait de village, ou qui se replierait de 30 kilomètres dans l'arrière-pays, si effectivement il y avait un problème climatique en bordure du littoral. Or, bien entendu, ces documents, ces cartes que l'on nous diffuse concernant justement les migrations préhistoriques sont des documents, des simplifications qui réifient en fin de compte des concepts et des notions plus lourdes, et notamment où le temps est peut-être trop compacté pour que l'on fasse attention au fait que ces migrations que l'on nous présente comme étant des mouvements, voilà, on a tous entendu parler, je vous rappellerai, voilà, la notion de sortie d'Afrique, comme si c'était quelque chose de rapide et de dynamique. En fin de compte, quand on regarde l'échelle de temps, on s'aperçoit que ces migrations sont beaucoup plus longues. Si l'on prend les données, notamment concernant les périodes les plus anciennes, et si on imagine que ces migrations se sont mises en place de proche en proche, passer, ne serait-ce, vous avez tous le discours sur lequel on reviendra tout à l'heure, entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, si le berceau de l'humanité était le berceau où était née Lucie dans l'Afrique de l'Est, le passage pour des périodes bien plus lointaines, notamment dans l'Asie du Sud-Est, où les populations arrivent 10 000 ans après, ferait en fin de compte une progression de 20 kilomètres par génération. Donc vous voyez, si l'on prend deux lieux d'implantation, la naissance en Afrique de l'Est et ensuite les secteurs de l'Asie du Sud-Est, 10 000 ans séparent ces deux points, imaginez, de départ et d'arrivée, et si l'on calcule, on rapporte la distance au temps, ça nous fait une vingtaine d'années une vingtaine de kilomètres par génération, donc une progression, vous voyez, qui est presque d'un kilomètre par an. Si là, de nouveau, on arrive à un calcul sans doute qui devient un peu sot, mais qui se rapproche assez de ce qui tout à l'heure nous paraissait paradoxal, de dire qu'une migration, c'est quand on change de commune, c'est-à-dire que cette évolution et ce déplacement des populations pour les périodes très anciennes, celles du Paléolithique, ne sont pas des phénomènes brutaux. Là, du coup, quand on dit ça, on se dit, tiens, je m'en doutais bien que ce n'était pas brutal, mais en revanche, voilà, 20 kilomètres par an, c'est peut-être des choses qui étaient moins dirigées et moins puissantes que les flèches que l'on voit actuellement. Même chose pour des périodes plus récentes qui sont le néolithique, et où donc les populations deviennent produisent, sont des agriculteurs et sont des pasteurs, et où là aussi on a tous appris à l'école, on le voit dans les médias, on regarde les images des ouvrages de Jean-Paul Demoule, et on voit comme ça ces vagues de migration avec une évolution, cette fois-ci on parle moins des hommes, on parle en fin de compte de l'évolution des techniques et donc du passage des chasseurs-cueilleurs à ces populations d'éleveurs et de paysans. Et donc on a tous en tête là également le croissant fertile avec l'invention de l'agriculture et puis une diffusion d'est en ouest de ces pratiques et donc de ces vagues migratoires de populations de paysans. Là aussi, rapproché à une échelle de temps, telle que les archéologues arrivent à le percevoir, entre l'invention de l'agriculture au Proche-Orient et l'arrivée de l'agriculture dans le bassin parisien,
parce qu'on a eu fait de l'agriculture dans le bassin parisien, on arrive en fin de compte à une vitesse de déplacement de cette pratique, donc des populations qui l'auraient amené, à une trentaine de kilomètres par an. Donc là, c'est un peu plus rapide que pour la préhistoire, mais vous voyez, on a en fin de compte quelque chose qui est relativement rapide, et encore, quand on analyse ça d'un point de vue des agronomes et des géographes, on a un double phénomène qui fait que c'est sans doute un peu moins rapide, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ces pratiques se sont surtout faites à partir des marges, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler un front pionnier, selon un double phénomène. Un, on agrandit l'espace que l'on va exploiter, donc le terroir prend de plus en plus d'espace. Et ensuite, les nouvelles pratiques agricoles et pastorales permettent un essor démographique qui est nettement perçu d'un point de vue archéologique. Donc on a un double phénomène, à la fois une avancée des populations et également une augmentation de la population qui fait que ce mouvement paraît rapide, mais là aussi, je vous disais, une trentaine de kilomètres par an. Tout à l'heure, on était à 20-30 kilomètres par génération. On va beaucoup plus vite, mais ce mouvement de migration, donc, est quelque chose qui a sans doute été peu ou pas perçu au moment où il s'est déroulé. Dans les éléments que l'on peut aborder concernant le néolithique, aujourd'hui on réfléchit également au contact qu'ont eu ces populations apportant de nouvelles techniques liées au pastoralisme, liées aux denrées agricoles, et Jean Guilaine, notamment dans le secteur le préhistorien, ancien prof au Collège de France, Jean Guilaine, a constaté à Chypre que ces phénomènes de migration devaient être atténués ou freinés par un autre phénomène qui était celui de la confrontation de deux systèmes économiques, celui des chasseurs-cueilleurs et celui des éleveurs-agriculteurs, et notamment c'est au néolithique et avec la progression du néolithique que Jean Guilaine note les premières traces de conflits organisés, c'est-à-dire en fin de compte la défense de territoires de chasse face à des terroirs agricoles, et donc au phénomène un peu régulier d'évolution, parce qu'on a tous tendance à imaginer cette vague progressant régulièrement et présentant l'agriculture comme une avancée dans l'histoire de l'humanité. Jean Guilaine arrive à constater des endroits où cette vague ensuite a pu constituer des éléments de frein, puisqu'on avait confrontation de deux systèmes économiques. On a abordé un petit peu les périodes contemporaines et les concepts, on a abordé un petit peu le néolithique. Quelques mots sur les migrations historiques ou proto-historiques que j'évoquais tout à l'heure, qui forment là un dossier original, puisqu'on a à la fois les données archéologiques, celles qui sont issues des fouilles menées notamment en Europe occidentale, et puis les données historiques, qui sont celles notamment que l'on retrouve dans la littérature, bien entendu, grecque ancienne. Pour ces périodes-là, les Grecs, eux, se sont interrogés sur cette notion de migration, peut-être avec une réflexion plus large liée à la légitimité des populations par rapport au territoire qu'elles occupaient. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, dans l'Athènes de la période classique, n'est considéré comme citoyen que quelqu'un qui est né dans le sol même de la patrie, et il est donc qualifié d'autochtone. Le terme d'autochtone, ça veut dire de manière claire, littérale, qui est né du sol. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les Grecs inventent cette notion en disant celui qui habite sur cet espace-là est quelqu'un qui est légitime à l'occuper et à le défendre, parce qu'en fin de compte, il est né de ce sol-là, et donc avec la notion d'autochtonie, on met en place une notion qui affronte celle des migrations et celle des populations qui viennent de l'extérieur.
Si l'on prend notamment le discours de Pristéas qui nous est relaté par Euripide, on a un texte clair qui nous dit « Nous ne sommes pas un peuple ». C'est les Athéniens, les Athéniens disent « Nous ne sommes pas un peuple amené du dehors, mais nous avons poussé à partir du sol lui-même, mais les autres cités sont éparpillées comme par un coup de dé, et une communauté est issue d'une autre. » Donc vous voyez, presque on a une conceptualisation dans cette Grèce classique de certaines populations, en l'occurrence pas la moindre, Athènes, dont la population est née du sol et est légitime sur le territoire, à la différence des autres populations et des autres cités qui, elles, sont issues de groupes éparpillés sur un espace et le terme d'essaimage pour avoir du sens si on le rapproche à celui de l'apiculture ou de ce qu'il en reste. Donc, en fin de compte, deux populations évoluant, grossissant, et où une partie du groupe va fonder ou va créer une autre cité. Donc, Athènes se place et se situe par rapport à une autre cité comme une cité qui a de l'histoire, une cité qui a de la légitimité, et une cité dont la population, ses citoyens, sont nés de son sol. À la période, on reviendra sur ces éléments-là tout à l'heure, sur la période romaine, le dossier, plus riche en texte, est beaucoup plus dense en fin de compte, parce qu'on est là dans une période où effectivement, on n'est pas là uniquement dans un système d'essaimage et de création de cités, on est là aussi dans une phase de conquête militaire et où on a des déplacements de population qui ne sont pas là des migrations forcées, ou a priori elles ne sont pas décrites de cette manière-là, mais de populations déplacées et notamment de groupes armés qui vont intervenir dans d'autres espaces et qui vont occuper un nouvel espace. Donc on a là des migrants, mais qui vont occuper en fin de compte une place importante sur le nouveau sol qui vont être occupés. Sur ces phases sur lesquelles peut-être il ne faudrait pas que je m'étende de trop, on voit qu'on va avoir toute une catégorie, tout un panel de groupes ayant des statuts divers qui vont pour nous être interprétés comme des migrants, mais dans lequel on aura à la fois des populations déplacées volontairement ou involontairement. Pour l'Antiquité, n'oublions pas l'esclavage dont je parlais pour les périodes modernes ou contemporaines, parce qu'il a débuté, il a été organisé dès ces périodes-là. On a des populations armées, des groupes, des militaires qui vont se déplacer, mais on a également des élites qui vont se déplacer et qui vont occuper un espace sur des secteurs beaucoup plus larges. Pendant le colloque, il y a eu un moment où Christian Grattalou, dont je vous disais tout à l'heure qu'il a bien voulu dresser quelques conclusions à l'ouvrage qui va paraître, Grattalou est intervenu à propos des images que je me suis refusé maladroitement à vous projeter aujourd'hui, alors que Monsieur Schlangler vous poussait à aller voir le PowerPoint de cet après-midi. Et donc Christian Grattalou est intervenu en disant vous, archéologues, regardez les cartes que vous nous diffusez et dans lesquelles vous placez des flèches. Et il nous a fait remarquer que les archéologues, nous le savions, mais nous ne le disions pas à voix haute, dessinaient d'abord le fer de la flèche avant de dessiner la hampe. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est la découverte d'une bouteille de Coca-Cola qui permettait de dire le Coca-Cola est là, donc il est parti d'Amérique, et donc l'archéologue a tendance, comme ça, à dessiner les migrations, non pas dans le sens dans lequel elles sont produites, mais en fin de compte, à partir des objets qui ont été retrouvés, et en imaginer la source. Et donc, du coup, cette démarche dans le sens inverse de l'histoire et de la chronologie les incite parfois à faire des traits un peu droits, à ignorer la circulation des biens et personnes sur des durées un peu plus courtes, voire à la circulation de gré à gré de certains objets.
Et donc, cet élément nous a permis un petit peu de rediscuter la notion de culture archéologique telle que le définissaient les archéologues, de repositionner en termes, là aussi, culturels par rapport à des éléments plus historiques, voire plus historiographiques. Il vous paraîtrait, pas à vous, mais peut-être à un certain nombre de personnes, tout à fait normal de parler de migration viking, de migration barbare, d'immigration celte, etc. En revanche, pour ce qui est des Phéniciens, on ne parle jamais de migration phénicienne, on parle de processus d'orientalisation. C'est-à-dire que ce n'est pas les Phéniciens qui se sont déplacés, c'est l'art oriental qui a bénéficié à toute la Méditerranée. Même chose pour les Grecs, on les présente guère comme des envahisseurs, mais c'est bien l'hellénisme et donc une culture, encore aujourd'hui à Marseille, sur le Vieux-Port, une plaque en disant c'est ici que l'hellénisme et la culture a mis les premiers pieds, etc., etc. Une belle plaque en bronze qui montre que ce n'est pas les Grecs à Marseille ne sont pas perçus comme des migrants ou des envahisseurs. Cette plaque n'est pas lue tous les jours par tous les Marseillais, mais bien comme l'apport d'une lumière sur l'Occident. Donc on était là, et notre culture encore aujourd'hui baigne beaucoup dans cette notion des bienfaits de la colonisation quand il est porté par des éléments fondateurs ou considérés fondateurs de nos groupes, comme les Phéniciens, les Grecs ou la romanisation. À vrai dire, cette notion-là de migration positive et de migration négative a beaucoup été bousculée après la Deuxième Guerre mondiale et surtout après les processus de décolonisation, quand les historiens et les archéologues se sont intéressés à l'ensemble des groupes, les dominants et les autres, et où on a déconstruit ces concepts d'autochtones, d'indigènes, d'aborigènes, qui étaient en fin de compte des qualificatifs apposés après coup à certains groupes et qui justifiaient en fin de compte les processus. On a même, mais l'éditrice de l'ouvrage me l'a reproché, j'avais rapproché moi le terme d'origine que j'ai utilisé à plusieurs reprises en disant, de manière que je croyais humoristique, que l'origine était l'anagramme de religion et que de chercher l'origine d'une population n'était en fin de compte un phénomène religieux, philosophique, mais certainement pas historique ou archéologique. Donc on est là dans, vous voyez, quelque chose qui aujourd'hui, avec une approche un peu plus anthropologique, permet de prendre un petit peu plus de recul sur ces éléments. Pour être concret et pas trop vous lasser, je vais revenir à un point dont je vous disais tout à l'heure, qui moi-même m'avait troublé, qui était celui de la préhistoire et celui de l'origine de nos populations, ou de la cosidette origine de ces populations, qui plus encore en Afrique est marqué avec une autre notion, là aussi, qui peut paraître sensible à tous les parents que nous sommes ou à tous les enfants que nous avons été, de la notion de berceau de l'humanité. Aujourd'hui, le terme, même dans nos périodes parfois troublées, passe presque pour un consensus. L'Afrique serait le berceau de l'humanité. Une fois qu'on a dit que l'Afrique était le berceau de l'humanité, on s'aperçoit que deux approches peuvent là aussi contrarier cette vision qui pourrait paraître neutre. C'est de quelle humanité? C'est quoi aujourd'hui qui permet de qualifier un homme et l'humanité, y compris dans ses origines en Afrique, et deux, où la placer d'un point de vue géographique, vu que des découvertes, pas hebdomadaires, pas mensuelles, mais presque annuelles, ont tendance à contrarier l'endroit où le berceau était posé. Vous avez tous en tête, pour les gens de ma génération, donc déjà assez anciens, la découverte en 1974 du fossile de l'Australopithèque lucy, daté d'un peu plus de 3 millions d'années, et qui a été mise au jour dans l'est de l'Éthiopie,
et donc qui a fait de cette zone de l'Est de l'Éthiopie, grâce à la science, au talent et à la médiation d'Yves Coppens, et du nom trouvé de baptême pour cette jeune dame, Lucie de 3 millions d'années, qui a fait donc de cette partie de l'Éthiopie l'origine, le berceau originel de l'humanité. Mais si vous avez vécu l'épisode de 1974 et de Lucie, vous avez également vécu l'épisode de 2001 avec la découverte au centre du Tchad, les restes donc du crâne de Toumaï, donc ce primate très proche de la divergence entre les panines, donc les ancêtres des chimpanzés et de l'homme actuel. Donc Toumaï est une espèce plus ancienne que Lucie, qui est voilà, à la convergence entre les chimpanzés et les hommes, et donc de faire de Toumaï l'ancêtre des humains pourrait être logique, mais à ce moment-là, on se déplace d'est à ouest et on voit que donc on pousse le berceau et qu'il y a presque une concurrence en Afrique sur l'origine des populations. Et puis, dernier exemple, et donc là, Toumaï, il lui datait de 7 millions d'années. Donc vous voyez, 74, pour nous c'est clair, c'est 3 millions d'eux. Toumaï, 7 millions d'années. En plus, on change de région. Et on peut aller, on se dit à ce moment-là, en simplifiant, on a Lucie, c'est un homme. Toumaï, peut-être une forme plus archaïque, et on a presque trouvé la solution. Et puis, ces dernières années, d'autres découvertes, réalisées cette fois-ci dans la zone la plus australe de l'Afrique, d'une découverte notamment dans la cavité sud-africaine dans la région de Johannesburg, de restes humains d'un hominidé qui est appelé Littlefoot, et dont en 2015, une équipe de spécialistes, dont un archéologue de l'INRAP, Laurent Bruxelles, ont daté les restes de Littlefoot de 4 millions d'années. Donc là, on a le Tchad, on a l'Éthiopie et on a le secteur de l'Afrique du Sud. Et comme il y a une surenchère, là aussi sans doute à un autre niveau, peut-être même des États, on a l'Afrique du Sud qui obtient de l'UNESCO, organisation extrêmement sérieuse, le fait que cette région où a été trouvé Littlefoot est baptisée patrimoine mondial de l'humanité et baptisé le berceau de l'humanité. Donc là, les choses sont figées par une instance internationale, et quand vous allez sur place, j'ai eu la chance une fois d'y aller, vous arrivez à un endroit où on vous dit, à partir d'ici, vous rentrez dans le berceau de l'humanité, avec le logo de l'UNESCO, le sigle de l'UNESCO, et si vous levez la tête, en haut d'une montagne, vous avez une croix qui est éclairée la nuit, qui montre, qui localise en pleine nuit ce secteur dont vous êtes rassuré, vous avez retrouvé le berceau de l'humanité. Comme j'y étais pour un colloque scientifique et que j'ai pu échanger avec les chercheurs, cette notion de berceau m'a beaucoup interrogé. Et aujourd'hui, les chercheurs, j'allais dire objectifs, mais le terme on sait n'est pas le bon, les gens qui cherchent peut-être sur un espace un peu plus large, ce qui est le cas de mon collègue Laurent Bruxelles, qui est archéologue, qui est préhistorien, mais qui est également spécialiste des karstes, lui est persuadé à trouver une solution pour régler ces problèmes de conflit d'intérêts suprêmes ou matériels, en disant qu'en fin de compte, c'est l'Afrique en tant que telle qui est le biotope naturel de cette espèce qui a donné l'homme. Et que donc, en fin de compte, il y a autant de chances de retrouver des restes d'humains ou de formes anciennes d'humanité en Afrique du Sud qu'en Éthiopie, qu'au Tchad, voire dans d'autres régions. Il travaille aujourd'hui en Namibie, et qu'en fin de compte, c'est tout cet espace-là qui correspond au biotope naturel. Et Laurent Bruxelles et d'autres chercheurs avec lui aujourd'hui disent que tout le discours qu'on peut porter sur le plus ancien et sur la localisation est un discours qui est biaisé, parce qu'en fin de compte, l'endroit où on retrouve les vestiges ne sont pas l'endroit où les gens ont vécu stricto sensu, ils ont vécu partout. L'endroit où on retrouve les vestiges, c'est l'endroit où les vestiges ont été piégés.
c'est-à-dire l'endroit où les archéologues aujourd'hui sont capables de les retrouver. Donc, si je schématise, ils n'étaient pas nombreux, mais il y en avait partout. Et en revanche, il y a des endroits où des restes humains ont été engloutis dans des grottes, des endroits où des restes humains ont été ensevelis sur des coulées de boue, voire sous de la lave. Et il y a certains endroits géologiquement où ces contextes archéologiques affleurent, où donc les archéologues sont capables de les rechercher. Et l'endroit où on les retrouve sont en fin de compte l'endroit où il est le plus favorable de les retrouver. Et donc j'essaie de trouver une conclusion simple à ces propos. En fin de compte, Laurent Bruxelles dit il suffit de retrouver les niveaux géologiques les plus anciens dans cette grande partie de l'Afrique, d'explorer ces niveaux géologiques les plus anciens, de retrouver des pièges dans ces niveaux géologiques les plus anciens, et si on retrouve des restes, ça sera forcément les restes les plus anciens, mais qui existent également dans les autres endroits, à des endroits où les contextes ne sont pas retrouvés. Je suis clair. En tout cas, voilà, je trouve que c'est un dossier qui est passionnant et où du coup, la notion de migration et les flèches que l'on peut voir aujourd'hui sur la cartographie, ne serait-ce que pour l'Afrique, du coup, tombe d'un cran, vu qu'on n'a pas un déplacement d'est à ouest, du sud au nord, etc. On a un espace sur lequel les hommes anciens vivaient, et bien entendu, des endroits où on les retrouve, et il n'y a pas de déplacement propre à l'Afrique en tant que telle. Sur les termes, peut-être, oui, Nathan regarde l'heure, peut-être pour donner, alors à ce moment-là, c'est pas très bien, un élément de conclusion et de liaison pour les gens soit qui assisteront à la conférence de cet après-midi sur les découvertes de Lavaux, soit qui verront le film, soit qui de temps en temps auront des informations sur ce problème des Celtes. Le cas des Celtes en Europe est un phénomène qui a fait beaucoup parler, puisqu'en fin de compte, il a été développé notamment au début du XXe siècle, à partir des travaux de quelqu'un qui s'appelait Gustave Cossina, et qui a écrit un ouvrage sur l'origine des Germains. Il est parti en fin de compte sur l'étude de la culture matérielle retrouvé en Allemagne, il l'a défini à l'intérieur d'un espace subactuel, l'Allemagne du la premier tiers du XXe siècle. Sur cet espace-là, il a défini la culture matérielle ancienne. Ensuite, à partir de cette culture matérielle ancienne, il est allé voir où on l'a retrouvée en dehors de l'espace dans lequel il avait défini. Et partout où il a retrouvé des éléments de cette culture tels que lui l'avait défini, il en a évoqué comme étant des éléments de migration. Donc vous voyez cette méthode un peu biaisée. Je fais une analyse typologique des chaises dans cette salle. Ça sera relativement simple, sauf pour les personnes privilégiées qui siègent de ce côté. On va dire que c'est des sièges oranges. Elles sont donc typiques de l'école des Chartes, et toutes celles que je vais retrouver dans le quartier qui seront oranges, je dirais qu'elles sont sorties de cette salle, et que donc ce sont des témoignages d'un commerce ou d'une migration ou d'invasion, mais que celles-ci sont autochtones, que les autres sont des migrantes. Si je résume quelque chose qu'il est difficile de résumer par rapport à la démarche de Cossina, qu'il avait lui théorisé dans cette période-là, on arrive à un schéma plus complexe et beaucoup plus savant de la part de Cossina que celui que je viens de faire ça, mais qui va aboutir ensuite, malheureusement, à des démarches encore plus schématiques, c'est-à-dire à partir du moment où il avait défini les ancêtres des Allemands, les ancêtres des Germains, et qui leur avait associé un terme flou utilisé par les Grecs ou les Romains qui étaient de Celtes, on a fait à ce moment-là des Celtes une population qui était basée sur le centre occidental de l'Europe et qui, en fin de compte, partout ailleurs, seraient en fin de compte des migrants. Ça, c'est cette approche-là qui est en fin de compte, qui se retrouve aujourd'hui à la limite vivifiée encore par des nouveaux moyens de communication,
pour jouer le vieux grincheux. Si vous tapez aujourd'hui sur Google Celte et migration celtique, vous retrouverez de belles images en couleur, celles que je ne vous diffuse pas, qui ont été refaites il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais qui reprennent en fin de compte des cartographies des années 30 et qui vous remettent le même phénomène. On base le berceau des Celtes sur le centre de l'Europe, comme si cette culture était née là, et ensuite vous mettez des flèches qui vont de plus en plus loin avec des pointillés. Plus vous allez loin, parce que plus vous allez loin, moins vous aurez de chances de retrouver des éléments propres à la culture que vous aurez définie en un lieu. Et tous ces éléments ont amené en fin de compte à un schéma, à une discussion extrêmement forte sur cette notion de migration et de séparation entre les populations en tant que telles. Récemment, des spécialistes des textes anciens, en l'occurrence ma collègue Sophie Bouffier, a réanalysé les textes et, en accord avec l'avancée des études, notamment sur la linguistique celtique, s'est rendu compte que le terme de celte n'était pas un terme celte en tant que tel, mais était un terme grec qui existait, et que ce terme de celte en grec, en fin de compte, pouvait être issu de racines proche du terme d'abordage. En fin de compte, la celtique n'était rien d'autre que la terre nouvelle, la terre qui était abordée. Et les Celtes, en fin de compte, les populations peuplant cet espace. Donc vous voyez, les Celtes ne seraient pas une population centre de l'Europe qui se serait diffusée ensuite grâce à leur énergie et leur force, mais en fin de compte, des populations nommées par d'autres, ceux qui possèdent l'écriture et donc qui en laissent les documents, et qui, en fin de compte, abordent cette partie du continent européen tel qu'on le définit par le sud, par la Méditerranée, on revient à Marseille, arrive, explore la vallée du Rhône, et ensuite qualifie cet espace celtique au fur et à mesure qu'il l'exploite et au fur et à mesure qu'il l'explore. Pour les Grecs, on ne parle pas de migration. Et en revanche, bien entendu, au fur et à mesure que ces populations grecques abordent ces populations nouvelles, elles transforment petit à petit leur culture, du périphérie vers le fameux centre inventé dont on parlait tout à l'heure, qui fait qu'effectivement, au centre, au cœur, défini par Cossina, il est bien plus dense et plus influencé par les cultures périphériques. On voit que la notion est totalement inversée. Et ces populations celtiques ne sont définies de Celtes que par l'extérieur, sauf, bien entendu, avec le temps, où elles s'approprient cette culture et où le terme, bien entendu, est associé à ces populations. Pour reprendre là aussi une autre image peu savante, Christophe Colomb découvre l'Amérique, il croit en être en Inde, il qualifie les populations d'indiennes, et ensuite cet élément d'indien est approprié par les populations locales. Les Celtes, on aurait à peu près le même niveau. Et donc dans le cas que vous allez découvrir cet après-midi avec la fouille de Lavaux près de Troyes, vous avez presque là quelque chose qui illustrerait ce débat, qui est celui d'une population celtique implantée dans des zones d'interfluve, donc là, presque près des sources de la Seine, dans la région d'ailleurs où avait été découvert la tombe de Vix, et des populations indigènes, locales, autochtones, mais en fin de compte, qui elles aussi avaient bougé selon les siècles, qui vont rentrer en contact avec des nouveaux arrivés, des commerçants, des explorateurs, ces colons qu'on retrouve à Marseille ou dans d'autres cités de la Méditerranée nord-occidentale, qui sont à la recherche de ressources, soit les ressources en étain de la côte atlantique, soit l'ambre de la mer du Nord, et qui du coup vont renforcer ces potentats locaux et leur donner une place importante dans le trafic entre la Méditerranée et l'Europe. Et donc vous voyez comment en quelques années, en quelques décennies, et l'apport de l'anthropologie, et l'apport de l'histoire, et l'apport de l'archéologie arrivent à inverser un petit peu les problématiques des populations celtiques natives d'un secteur-là qui migreraient vers d'autres horizons, jusqu'à la Méditerranée, voire jusqu'à l'Espagne. Et aujourd'hui, grâce à l'archéologie, imaginez que ces populations sont qualifiées de Celtes uniquement parce qu'elles ont eu des rapports avec ces populations méditerranéennes, et que ce sont en l'occurrence ces populations méditerranéennes à qui le terme de migration
mais on préfère effectivement celui de commerce et d'explorateur pour être plus associés, et que ce sont dans ce jeu, dans cet espace et dans ces contacts géopolitiques que se sont formés ce rôle entre ces populations de colonisation et de migration. J'ai sans doute été trop ambitieux ou mon introduction était trop longue, ce qui fait que je ne vous ai pas tout raconté, mais de fait, pas pour vous pousser à la vente en consultant l'ouvrage à paraître dans les quelques jours, mais peut-être de manière plus sérieuse en allant voir sur le site internet où l'ensemble des vidéos sont présentées et où donc de manière peu onéreuse, vous pourrez... Comment ? Le 6 septembre, l'apparition. Merci beaucoup à toutes et à tous et pardon d'avoir été un brin longué dans cet exposé. Donc, merci beaucoup, Dominique. Non, non, ça montre tout à fait la richesse et l'intérêt du sujet. Et donc, je m'imagine que tu peux rester avec nous quelques minutes encore. Ah bah oui, c'est la moindre des choses. Quelques questions. Mais vous pouvez partir. Quelques questions de la salle. Mais je voudrais juste moi dire, je suis très content. J'attends avec impatience l'ouvrage, parce que le fait de couvrir à la fois les périodes préhistoriques jusqu'à l'actuelle montre notamment quelque chose que tu as peut-être mentionné seulement en passant, la place de l'environnement. Quand on parle d'Australopithèque, on parle de biogéographie. Il ne faut pas oublier que le paysage, le territoire, l'environnement sont des données qui seront présentes jusqu'aux migrations les plus actuelles, jusqu'à aujourd'hui, avec les questions de changement climatique, des questions d'accès aux ressources, des questions de famine qui sont induites par des conditions climatiques. Donc il ne faut pas, c'est pas parce qu'arrive l'écriture et l'histoire dans le sens traditionnel du terme que l'on oublie la nature. Hein, c'est un message très important, je pense, à faire passer. La deuxième chose, c'est que, effectivement, dans les années 20 et 30, une première vague d'intérêt à ces questions, où on avait identifié trois éléments dans le contexte des débats des migrations. C'est d'une part les hommes, est-ce que ce sont les hommes qui bougent? Est-ce que ce sont les objets? Et est-ce que ce sont les idées? Hein, c'était ça les triumvirats de l'époque. Ensuite, évidemment, les questions de migration ont été plus difficiles à aborder suite à la Seconde Guerre mondiale. Je vais y revenir dans une seconde. Et ce n'est que maintenant, ces 10-15 dernières années, que l'on retourne à ces questions-là, avec d'une part beaucoup plus d'informations archéométriques. On est plus capable d'identifier la source des matières premières, d'identifier les taxonomies des uns et des autres, et surtout, d'autre part, avec une sophistication dans le niveau d'analyse ou de théorie sociologique sur qu'est-ce que ça veut dire que des cultures se rencontrent, hein, et comment est-ce que l'une influence l'autre, et est-ce que cette influence doit nécessairement passer par la phase d'un mouvement physique d'individus, ou est-ce qu'elle peut se dérouler autrement, comme on va voir cet après-midi avec la tombe de Lavaux. Et le troisième point que je voudrais aussi offrir à discussion, c'est qu'on a vu implicitement, mais c'est tout à fait clair, que les questions de migration soulèvent ou prennent avec elles des enjeux politiques qui ont à voir avec l'essence ou l'identité d'une entité, d'un peuple, d'un groupe sur un territoire donné, et son mouvement. Ceux qui sont depuis toujours ici, ceux qui arrivent plus tardivement, et ainsi de suite. Et ces questions-là sont tout à fait d'actualité, et elles confirment la façon dont les archéologues, tout en restant sobrement scientifiques et positives, sont en mesure d'apporter leur élément de réflexion à des débats qui sont des débats d'actualité quotidienne que l'on connaît par ailleurs dans un monde bien plus vaste que celui de l'archéologie. Et rappelons-nous, n'est-ce pas, que c'était le colloque s'est bien terminé le 13 novembre. Oui. Hein, le 13 novembre 2015. Oui, mais c'est bien connu à l'INRAP, on programme rien, donc c'est voilà. pas... Donc le colloque se terminait. Je me rappelle qu'on était à la Porte Dorée avec des collègues à discuter lorsque l'on commençait à entendre les sirènes qui rentraient dans Paris, dans le quartier. Donc évidemment, il n'y a pas de lien évident, mais notre rôle à nous, l'archéologue, c'est d'apporter des éléments qui permettent à réfléchir, pas seulement sur des choses anciennes et poussiéreuses, les grottes du fin fond de l'Afrique, mais aussi, tout respect pour elles, mais aussi notre actuel ici, notre présence aujourd'hui. Hein, c'est un peu ça le message qui, je pense, transparaîtra de ce livre. Donc si quelqu'un veut
prendre la parole, poser des questions, profiter de la présence encore quelques minutes de Dominique Garcias, vous êtes invité. Bonjour, je suis Jean-François Ladjeu, je suis architecte urbaniste de l'État, donc je suis ni archéologue ni encore moins préhistorien. Merci. Donc, merci pour cette présentation. Donc, je souhaitais justement poser une question sur le dernier thème que vous évoquiez, c'est-à-dire les questions d'actualité et d'enjeux politiques, identitaires, etc. Parce que j'ai souvenir dans les années 80, quand j'étais étudiant en architecture. À l'époque, j'habitais Toulouse, et là j'ai remarqué que dans le petit bulletin de l'INRAP, il y a une photo du palais Visigoth de Toulouse. À l'époque, c'était un grand traumatisme pour moi et pour bien d'autres, puisque la fouille avait été réalisée dans des conditions absolument rocambolesques, avec une destruction dans la nuit, 3 jours après, enfin bon, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, on a de belles photos et on a un témoignage de cette affaire-là. Pour autant, le rapport entre la fouille et le projet, c'est-à-dire au fond l'actualité, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ce pan d'histoire et ce pan de vestiges, avait fait couler beaucoup d'encre. Alors aujourd'hui, depuis la loi de 2001, bien sûr, on n'en est plus là. Donc voyons le verre à moitié plein. Voyons le canal, le Seine-Nord, voyons les TGV, la grande échelle, l'environnement, etc. Pour autant, quand je reviens à Toulouse aujourd'hui, pour aller vite, je vois l'école d'économie qui se bâtit à l'emplacement où il y a encore une fouille préventive, encore des vestiges visigoths et encore une forme de négation finalement de ces vestiges. C'est-à-dire qu'il y a une forme de dichotomie. C'est-à-dire d'un côté, il y a les archéologues très bien qui ont leur temps compté pour fouiller, mais après, que faire de ces vestiges, c'est-à-dire leur signification actuelle, y compris en termes de migration, c'est-à-dire la présence wisigothe dans le sud-ouest, c'est quand même un pan d'histoire et qui pourrait aussi être un point d'appui, je veux dire, pour du discours un peu autre que le discours justement politique sur la migration. Donc ma question, en fait, à ça, c'est depuis cette loi de 2001, je ne sens pas énormément le rapport entre la fouille, l'archéologie, le travail scientifique et le projet urbain. Je ne le sens pas de manière très très spontanée et rentrer dans les mœurs de la part des collectivités. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la société civile et nos élus sont en capacité d'entendre qu'au-delà de conserver et de reconstituer, de constituer un discours scientifique avec des publications, très bien, mais est-ce qu'on va pouvoir passer une marche la marche suivante, c'est-à-dire d'intégrer les résultats et ces connaissances dans les projets d'aménagement, alors peut-être même de manière, par la voie législative, je ne sais quoi. Est-ce qu'on peut rêver, en somme, comme à Saragosse ou à Barcelone, que le projet soit fait après la fouille et non pas à l'inverse? Voilà. J'étais un peu long, mais je voulais quand même développer le propos. L'avantage... un des avantages du fait que vous ayez été long, c'est que ça me donnait, je dis mon Dieu, Dominique, il faut que tu trouves un exemple, il faut que tu trouves un exemple, il faut que tu trouves un exemple. Donc c'était l'avantage. Non, déjà ne pas avoir de complexe, je le dis librement, comme s'il n'y avait pas de micro et de caméra. L'archéologue, on le sait, détruit. C'est sa démarche. Quand il fouille, il enlève des éléments qui étaient protégés, sinon il ne serait pas là. Et sa responsabilité est ensuite de les restituer. Mais que l'archéologie enlève des éléments, que pour étudier, on soit obligé d'enlever des éléments, c'est inhérent à la démarche. J'irai même encore plus loin. Moi qui ai commencé par l'archéologie de sauvetage, mais qui ensuite, en tant que prof de fac, ai fait beaucoup de fouilles programmées, et maintenant je pilote un institut d'archéologie préventive, de dire que l'archéologie préventive, dans le sens où on n'est pas obligé de sanctuariser un espace et de le conserver, nous oblige à aller jusqu'au bout de l'étude. Moi, j'ai fouillé à Délos, j'ai fouillé en Syrie, et où on disait, on fouille les niveaux romains ou les niveaux grecs, et ensuite on ne va pas voir en Syrie les niveaux d'Amatéen, parce que ce qu'on veut mettre en valeur ensuite, c'est les niveaux romains. Donc là, on était dans une démarche inverse. C'était pas la ville qui envahissait l'espace, c'était l'archéologue qui choisissait, mais comme il choisissait dans un cadre qui était bien établi, on valorise la civilisation
hellénistique en Syrie, et on se penche peu sur la civilisation nabatéenne. Est-ce que c'était le bon choix? Je ne sais pas. En tout cas, on en arrivait à ça. Aujourd'hui, en archéologie préventive, on a un terrain d'étude, on se doit d'aller jusqu'à la fin de l'opération. Lavaux, cet après-midi, on vous présentera, il y avait des niveaux de l'âge du bronze, il y avait des niveaux de l'Antiquité, tout a été fouillé. Et donc, on recueille l'ensemble de l'information. Bien entendu, on note et on prend des informations à tous les niveaux. Là aussi, exemple de Lavaux, il y a même des choses qui n'ont pas été perçues sur le terrain, qui étaient invisibles et qui aujourd'hui sont rendues visibles grâce aux travaux du CDRMF. Et ensuite, c'est demain comment on va les restituer par des expositions. C'est prévu là aussi, pour ne prendre que l'exemple de Lavaux, avec une archéologie d'englobe, avec des ouvrages, avec aujourd'hui de la 3D. Donc on va restituer quelque chose. Donc là, que l'archéologue soit obligé d'aller jusqu'au bout de la collecte de l'information pour pouvoir la restituer au mieux est une avancée. Ensuite, quand vous parlez, vous, de projet urbain, est-ce que le projet urbain de Toulouse aujourd'hui, c'est de présenter les niveaux visigoths, ou de présenter les niveaux grecs, ou de présenter les niveaux antiques, ou tout simplement d'en faire une ville à vivre aujourd'hui, en prenant l'ensemble de ce qu'elle est devenue, telle qu'elle a été transformée en tant que telle? Vous dites, ben voilà, il y a un pan de l'histoire qui a disparu. Si vous êtes de la région un peu comme moi, vous avez en tête un moment où la région voisine, en Languedoc-Roussillon, Georges Frêche, président à l'époque, avait rebaptisé sa région la Septimanie. Il y avait là un vrai projet pour poser cette région-là. Ça a été ensuite effacé pour revenir aujourd'hui avec une région unifiée sur un espace inventé, sur un mot qui me plaît moi beaucoup, mais qui est Occitanie, qui ne vaut pas pour ça. Donc, dire dans une ville aujourd'hui, on va choisir de mettre en avant les espaces visigoths au détriment des espaces romains ou celtiques, je ne sais pas ce que ça vaut. Et plus encore, il faut en faire effectivement, plus largement, c'est votre travail à vous, un élément qui n'efface totalement aucun de ces vestiges, mais qui en fasse surtout une ville aujourd'hui. C'est ça le défi de l'archéologie préventive. Et y compris en ayant cherché ce que l'on ne connaissait pas et qui était souvent lié, comment dire, au fait que ce qui était visible était le seul vrai projet architectural imposé par les politiques. Alors, je ne parle pas de Marseille que Mérimée décrivait comme une ville antique sans antiquité, mais vous avez à côté, voilà, Arles, on a presque l'impression de se promener dans Arles, dans une ville antique, mais qu'est-ce qu'on connaît d'Arrêlaté, la ville proto-historique, et que connaît-on à Arles de Téliné, cité par les textes, comme étant une occupation grecque, et sans doute une des plus importantes, vu qu'elle était par définition en haut du delta du Rhône. Donc vous voyez, le projet tel qui a été conduit à Arles, et qui est harmonieux, qui nous plaît, nous permet presque d'être confrontés à cette antiquité, tout en niant d'autres périodes. Or, l'archéologie préventive, elle, quand elle intervient, ne privilégie pas, même si un cahier des charges, une période, mais documente l'ensemble et peut-être le présente d'une manière un peu plus dynamique.